Bonjour à tous et bon réveil sur Canal 3 Bénin. Merci de démarrer votre journée, cette journée du 14 janvier avec nous sur Canal 3. C'est votre matinale Actu Matin. L'équipe au complet est déjà au rendez-vous et en place. Wahabali Para, bonjour. Bonjour Christian et bonjour à tous. Au sommaire, l'animation de l'espace politique à moins de 3 mois du premier tour de la présidentielle au Bénin. À la une ce matin, la nouvelle destination des forces et personnalités politiques de l'opposition, les démocrates du tandem Boni Yahi Éric Rouleté, la dynamique unitaire pour la démocratie et le développement conduite par Valentin Aditi Roulé, le rassemblement Joël Aïvon et la grande solidarité républicaine que dirige Antoine Guédou forment le front pour la restauration de la démocratie. Les journaux partagent les visages des responsables premier plan de ce collectif qui dresse les exigences qui fondent leur lutte. Quelles sont alors les chances qu'elles aboutissent, ces exigences? Qui prendra le lead de cette nouvelle dynamique avec les forces opposées en son sein? L'opposition est à l'épreuve de la cohésion, titre ce matin le journal La Fraternité. À suivre les unes avec Wahabali Para. Et de ce fait d'actualité, eh bien, on en parle au premier plan dans le forum de discussion avec l'ensemble des débatteurs. Prenez le rendez-vous, c'est juste après le mini-journal. Dans 2 jours, samedi prochain, eh bien, la fumée blanche s'élèvera dans le ciel de l'Union progressiste. Le parti du Baobab géant dévoilera son joker pour la présidentielle 2021 qui aura la caution de Bruno Amoussou et de toute sa troupe. Nous saurons davantage, nous en saurons davantage et peut-être ce matin sur Actu Matin, on aura l'exclusivité dans pratiquement 1 heure avec notre invité, membre fondateur de l'Union progressiste, le maire de la commune de Banikwara. Tamou Bior Sarako porte la parole de ce parti en plateau ce matin et ce autour de 8h05. Jeudi, environnement sur Actu Matin. Le chef de l'État, Patrice Talon, sera à Soava ce matin, une commune dont la subsistance dépend en grande partie du lac Nokoué. On se préoccupe de l'état de santé de cet écosystème au bord de l'eutrophisation et des explications, nous en aurons avec Fulbert Adjimer-Rossou et son invité, le professeur Edmond Soussoupin, est ancien directeur général de l'agence béninoise pour l'environnement. Il sera en plateau juste après la chronique judiciaire d'Herman Anyambossou qui reçoit dans l'acte 2 de la thématique sur les modes et conditions de saisine du juge, maître Alexandrine Saïzonou Bédier. C'est votre matinale. Allez, installez-vous. En janvier, seulement sur les chaînes Canal+. Pourriez-vous créer l'ambiance pour nos invités? Avec plaisir, monsieur. Hellboy, soyez le bienvenu. C'est une fête déguisée ou une chasse aux géants? Aujourd'hui, c'est le grand jour. Tu joues à quoi, là? Génie sénégalais qui est à nouveau décisif. Tu fais comme chez toi, tu connais la maison. Sois le bienvenu chez moi. Du cinéma inédit, des séries exclusives et le meilleur du sport. Commençons l'année ensemble. Réabonnez-vous en janvier et profitez de toutes nos chaînes offertes pendant 15 jours. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais depuis votre smartphone ou tablette toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Premier rendez-vous, le rendez-vous avec les parutions du jour, les gros titres de la presse ce matin. Et c'est avec vous, comme à nos habitudes. Wahabali Para, bonjour. Oui, rebonjour Christian et rebonjour à tous. Les choses se précisent davantage pour le compte de la présidentielle d'avril 2021. L'opposition serre davantage ses rangs, ses fraternités qui nous en parlent en premier ce matin. Front pour la restauration de la démocratie. L'opposition à l'épreuve de la cohésion. Le journal qui donne à voir les
visage de Valentin Aditi Roudé, Eric Rundete, professeur Joël Aïva et Antoine Guédou. Impact de la COVID-19 sur les ménages et les entreprises au Bénin, 11% de perte d'emploi et 65% de baisse de revenus selon l'INSAE. Troisième édition des élections professionnelles au Bénin, COSI Bénin par favori. Noël Chadaré sort le grand jeu. Information à retrouver à la page 4 du quotidien Fraternité. Puis talons à Soava ce jour, une attention pour les hommes de l'eau. À la une de la Nation, cette fois-ci, première opération obligataire internationale d'Afrique de l'année, un franc succès. Le Bénin qui décroche 1 milliard d'euros, l'équivalent donc de 656 milliards de francs CFA. La Nation qui poursuit que si l'opération que vient de réussir l'argentier béninois ce 12 janvier 2021 n'est pas une prouesse, elle en a bien les couleurs. Achetez La Nation, puis vous avez le reste des détails. Report du dossier sur la situation des moniteurs des universités nationales du Bénin. Les députés réagissent contre le gouvernement. Coopération bénino-japonaise, un nouveau pas vers l'échangeur de Védocan. L'autre quotidien, harmonisation des choix des parrainages pour la présidentielle de 2021, l'Union progressiste en conclave samedi. Réforme au ministère des Affaires étrangères, comment au lien avec Benossi a transformé la diplomatie béninoise. Et puis deuxième partie du périple du chef de l'État dans les communes du Bénin, Patrice Talon prône renaissance, démocratie et bonne gouvernance. Les 4 vérités présidentielles de 2021 au Bénin, 52 élus sur 159 ont déjà retiré leur formulaire de parrainage aux candidats. À faire coups et blessures volontaires sur la personne de l'épouse d'un chef de collectivité à Calavi et consort, l'auteur et ses complices s'exposent davantage. Reddition de comptes au sommet de l'État. Talon reprend sa tournée nationale aujourd'hui, après le Conseil des ministres hier. Matin libre pour une synergie d'action face au régime du président Patrice Talon. Les forces de l'opposition créent le FRD, le Front pour la restauration de la démocratie. Vision résolument optimiste de Patrice Talon. Ganiou Soglo s'inscrit en faux. Il fait le bilan de la rupture. Les pharaons, construction de l'échangeur du Carrefour Védocan, réalisation des études détaillées du projet présidentiel de 2021 au Bénin, incapable de présenter un projet de société présidentielle 2021, le bal des vrais faux candidats à la FCBE. L'Afrique en marche. Après le prix CICR sous-régional en novembre 2020, la consoeur Doris Djeton Goudou de votre journal L'Afrique en marche, lauréate. Elle a encore reçu le prix du meilleur rédacteur en ligne sur les déchets plastique. Présidentielle 2021, naissance du Fonds pour la restauration de la démocratie. Des soucis pour Talon, s'interroge l'Afrique en marche. Quotidien L'Indépendant, pour finir, Christian Dandéjan, présidentielle 2021. Voici le point des 52 formulaires de parrainage retirés en 2 jours. Attaque contre la décision de la Cour constitutionnelle sur le parrainage. Constantin Amonsou réagit et salue l'intelligence juridique de Joseph Djogbeno. Voilà, tout rapide des parutions ce jeudi matin avec Fraternité qui revient sur la naissance du Fonds pour la restauration de la démocratie. Le quotidien qui titre que l'opposition est à l'épreuve de la cohésion. L'opposition à l'épreuve de la cohésion et donc un certain nombre d'interrogations dans le quotidien Fraternité, d'ailleurs en page 3, à travers l'analyse de Moïse Dossoumo ce matin, qui se pose alors un certain nombre de questions qui, pour porter le flambeau du Front pour la restauration de la démocratie qui vient d'être créé, c'était dans la journée d'hier avec cette convention qui a été signée entre
trois acteurs majeurs, les démocrates, la dynamique unitaire pour la démocratie et le développement, et puis la grande solidarité républicaine. Quelle est alors la stratégie de cette opposition-là pour l'alternance? C'est également une question que se pose Moïse Dossoumo ce matin à lire son analyse en page 3. Vous avez également la possibilité d'aller sur le www.fraternitébj.info pour avoir les détails sur cette actualité. Nous y reviendrons tout à l'heure au forum de discussion avec l'ensemble des débatteurs, Wahab Alikpara, André Dossa, Kimisidou Ousseni et Herman Parfait à Niambossou. Restez avec nous. Les informations se poursuivent sur Actu Matin et cette fois-ci ce sera en image, c'est le Midi Journal. Bonjour à vous Ingrid Day. Oui, bonjour Christian, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information dont voici les titres. L'université d'Abomey-Calavi abrite depuis hier un colloque scientifique sur les politiques publiques et la construction de l'État national en Afrique de l'Ouest francophone. L'activité a réuni plusieurs chercheurs d'ici et d'ailleurs. Démarrage de la campagne pour le compte des élections professionnelles, c'est la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin qui a donné le top hier à la Bourse du travail en présence des fédérations et organisations syndicales affiliées. Voilà, on reviendra sur ces images beaucoup plus en détail dans quelques petites minutes. Nous observons la pause de quelques secondes, je vous reviens après pour le premier élément de ce journal. Garde qui dort, jamais chez nous, vous dira-t-on. Mais ça arrive dans n'importe quelle structure de sécurité et sur n'importe quel continent. Quelle que soit la qualité de la formation ou du recrutement, l'humain présente parfois des défaillances. C'est pour pallier à cela que Benin Tracking Security, entreprise visionnaire, a inventé un nouveau concept de sécurité qui allie l'électronique à l'humain avec des outils comme le rondier qui maintient l'agent en état constant de veille et de vigilance, notre salle de contrôle unique au Bénin, le bouton panique, moyen d'alerte efficace en cas de menace et notre anti-intrusion avec lequel vos locaux deviennent des forteresses infranchissables. BTS réinvente la sécurité au Bénin. Essayez-nous, vous nous adopterez pour toujours. Benin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Infoline 00229 21 31 68 72 67 15 80 41. Un colloque scientifique sur les politiques publiques et la construction de l'État national en Afrique de l'Ouest francophone se tient à l'université d'Abomey-Calavi. Il réunit en présentiel et par visioconférence, et ce depuis hier, de nombreux chercheurs et hommes de science à travers le monde. Tanguy Agoyi et Elvis Tonoucoin nous font le résumé de la cérémonie d'ouverture. C'est le tout premier rendez-vous scientifique qu'accueille l'université d'Abomey-Calavi cette année 2021. Il porte sur les politiques publiques et la construction de l'État national en Afrique de l'Ouest francophone et mobilise des enseignants-chercheurs de divers horizons et de disciplines variées. Plusieurs fois reporté à cause de la pandémie du coronavirus, il tient enfin en ce début de janvier avec toute la pertinence et l'engouement de départ. Les politiques publiques n'épargne aucun domaine de la vie en société, à commencer par les plus cruciaux que sont la santé, l'éducation, l'hygiène et l'assainissement, l'emploi, la migration et la mobilité, etc., qui sont autant de secteurs où stagnent d'innombrables défis. La construction d'un État national exige par conséquent la définition des politiques publiques et la précision des projets de société pour répondre à certaines questions essentielles pour les citoyens. Les participants se sont accordés à l'entame de la rencontre sur l'actualité et la délicatesse des enjeux qu'appelle la mise en œuvre des politiques publiques, standardisées d'une façon ou d'une autre à travers le monde. La focalisation sur les États des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest résulte de la volonté de dégager des particularités à partir d'héritages socio-historiques et même politiques. La question de la construction de l'État postcolonial en Afrique continue d'être au centre des débats entre plusieurs écoles de pensée et plusieurs disciplines des sciences sociales et humaines qui l'abordent sous divers angles. En choisissant
d'axer notre colloque sur les pays francophones d'Afrique de l'Ouest, nous avons fait l'option d'une approche comparative de proximité. Tous ces pays ont partagé une trajectoire historique commune, celle de la colonisation française, dont ils sont les héritiers, aussi bien d'un point de vue institutionnel qu'organisationnel, avant d'emprunter des trajectoires nationales spécifiques après les indépendances. Pour les actes attendus de ce colloque qui va durer 3 jours, c'est 59 résumés validés, 31 communications déposées en cours d'approbation par le comité scientifique. 2 tables rondes de discussion sont prévues, l'une sur les politiques publiques de sécurité et l'autre sur celles de développement. Et nous allons poursuivre donc avec notre mini-journal et avec vous, Ingrid, pour l'élément suivant où vous nous emmenez ce matin, parler donc du retrait des formulaires nominatifs de parrainage de candidats à l'élection présidentielle d'avril 2021. Et nous sommes là à la Commission électorale nationale autonome. Oui, Christian, ce mercredi, 2e jour, les parents sont allés retirer leurs documents. Il s'agit des maires et députés. L'opération va durer 19 jours conformément au calendrier de la Sénat. Parmi ceux qui ont défilé au siège de la Sénat hier mercredi, nos reporters ont tendu leur micro à quelques-uns. On les écoute. Je peux dire que c'est des impressions d'émotion teintées de joie. Émotion parce que pour la première fois dans l'histoire de notre pays, nous sommes témoins de cet événement inédit et historique, le parrainage des candidats aux élections présidentielles du duo présidentiel. C'est une réforme que notre pays attendait depuis des années. C'est une réforme exceptionnelle et qui permet donc de revoir un peu les conditions dans lesquelles ceux qui vont nous diriger sont choisis. Et comment on fait pour qu'ils aient un peu de légitimité à côté de la légalité que leur confère la Constitution d'être candidat. Et c'est en cela que je trouve que cette réforme est salutaire et je suis très content d'être un des premiers acteurs de cette réforme majeure pour l'histoire politique de notre pays. Donc je pense qu'il n'y a pas de péril à la demeure. Tous les acteurs politiques de notre pays, autant qu'ils le peuvent se porter candidat. En tout cas, pour ma part, je reste disponible à échanger avec tous les candidats de tous les bords, comme le demande la Constitution et la loi et le code électoral. Je reste disponible à échanger avec tous les candidats afin que le meilleur qui puisse me convaincre puisse emporter mon parrainage. Déjà l'accueil, le processus, ça s'est bien passé dans le délai. Dans le délai, on ne perd pas trop de temps, vous arrivez, vous êtes bien accueillis, bien installés, les gestes barrières aussi sont bien respectés parce que vous vous désinfectez les mains, le port de masque, tout ce qu'on peut. Donc je peux dire que c'est vraiment rassurant au point de vue sécurité et sanitaire. Pour les potentiels candidats, je dis le bal est ouvert, hein. C'est au Bénin, nous sommes au Bénin, tout le monde est libre d'être candidat. Donc c'est bien parti, les élus que nous sommes, députés et maires, qui sommes censés donner notre parrainage, nous sommes en train déjà de jouer notre partition, c'est-à-dire notre rôle, venir retirer les formulaires. Donc nous attendons les duos de potentiels candidats à se manifester. Les députés viennent à tour de rôle et nous sommes servis conformément à la loi. Et en ce qui concerne les acteurs politiques, je voudrais leur assurer que les papiers sont avec nous et c'est avec vraiment dans la joie que nous allons leur délivrer le parrainage. Et en tout cas, tu me demandes par quels critères. Non, le député n'a pas de critères. Tous les candidats sont nos candidats. Dès qu'ils expriment le besoin, nous allons voir comment identifier. Nous sommes 82 au niveau des députés. Au niveau des maires, on a 117. Donc il y aura quand même un critère de répartition pour que chaque candidat puisse trouver le nombre de parrainages demandés par la loi. Le député national, il est indépendant
et le député exprime librement celui qu'il veut parrainer. Et puis, c'est une organisation interne, c'est au niveau du député et de l'ensemble quand même des élus. Je pense qu'il n'y aura pas de problème à ce niveau. Direction Waké, à présent, je vous invite à suivre l'exercice de reddition de compte du chef de l'État avec les populations de cette localité. Monsieur le Président de la République, les agriculteurs de Waké sont fiers de vous, car grâce à votre vision, la Daba nourrit son homme à Waké. Après la phase des études, la commune de Waké attend impatiemment le démarrage du bitumage de la route Pénésoulou à Lédio-Séméré, qui tient son baptême de vous, route de l'unité, ainsi vous l'avez baptisé. Nous rêvons déjà de l'asphaltage de certaines rues de notre commune, de l'extension du réseau d'eau de la Soneb dans les zones urbaines et vers les arrondissements de Séméré, de l'approvisionnement en eau potable dans les villages ruraux de notre commune, de la modernisation du stade communal de Waké, de l'extension du réseau électrique conventionnel dans tous les villages urbains de la commune, de la relance du chantier de construction du centre de santé de l'arrondissement de Waké en vue de désengorger le centre de santé communal. C'est vrai que les infrastructures marchandes construites de l'autre côté de la rive, chez nos voisins, n'ont pas le même standing que ceux construits dans notre pays. Mais l'état du marché de Kaswara est pour nous une humiliation. Notre bilan nous permet désormais à chacun de nous au Bénin, permet à toutes les communes d'avoir la certitude que ça y est, le Bénin a pris son envol, que le Bénin a pris son destin en main. Le secteur agricole n'a jamais fait l'objet d'une ambition nationale, sauf un peu la filière coton. Donc l'effort que nous faisons au plan agricole est souvent dû à la bravoure des producteurs. Mais on a démarré quelque chose depuis. Plus d'appui aux paysans pour développer les autres filières. Et les programmes qui sont en cours, dont vont bénéficier les paysans bientôt, certains ont commencé à voir ça. C'est la mécanisation agricole. C'est des milliers d'engins agricoles, de machines agricoles, d'outillages, d'équipements agricoles qui seront vendus à crédit et subventionnés. Dans 2 ou 3 ans, le Bénin va complètement moderniser le travail agricole. Formation, équipement. Les FNDA, nous avons doté les FNDA de plus de 100 milliards de francs CFA pour appuyer les producteurs agricoles. Ça ne s'est jamais vu au Bénin. Il faut que la Daba enrichisse son homme. Il ne faut pas seulement vivre de la Daba, il faut s'enrichir de la Daba. 100 milliards qu'on va mettre en place pour pouvoir enrichir, c'est le mot qu'il a utilisé, pas nourrir, mais enrichir les agriculteurs. Et on sait que le potentiel majeur au niveau de Waké, c'est l'agriculture. Alors, pour nous, c'est un acquis immense. Ce qui est formidable chez le président Patrice Talon, c'est qu'il y a de la rigueur, il y a de la planification. Rien n'est improvisé, il y a de la méthode. Et cela conduit indubitablement à une exécution infaillible de ce qui est prévu. Retour maintenant à Cotonou pour faire le point du lancement de la 3e édition de la campagne pour le compte des élections professionnelles. Elle a été lancée hier à la Bourse du Travail par la COSI Bénin. Plusieurs fédérations et organisations syndicales affiliées ont répondu présentes à cette rencontre. Ali Moumouni et Rafatou Amadou. C'est la campagne à la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin. Pour les élections professionnelles du 24 janvier 2021, la COSI Bénin est en action. Avec les fédérations et organisations syndicales affiliées, Noël Chadaré et les siens élaborent leur mode opératoire. Discipline ou courtoisie sont leurs leitmotiv. Pendant cette campagne qui démarre, évitons de répondre aux provocations, aux injures, d'où qu'elles viennent.
et ne nous abreuvons pas à la source de la calomnie, de la médisance. Faisons la campagne sur la base de nos valeurs, de notre bilan, de ce qui fait de la COSI Bénin une confédération de développement au service du bien-être des travailleurs et du peuple béninois. C'est une liesse populaire qui caractérise la motivation des militants de la COSI Bénin. Et plus d'une fois, ils ont exécuté l'hymne de leur organisation pour marquer leur engagement. Que ce soit les secrétaires généraux des syndicats de base, que ce soit les CCD, que ce soit les aînés, et nous sommes prêts pour aller au combat. Nous sommes prêts pour mouiller le maillot afin que la COSI Bénin sorte gagnante. La COSI Bénin se veut non seulement une organisation à fonction revendicative, mais aussi représentative et sociale. Ces réalisations sont présentées à l'assistance à travers une vidéoprojection. Elles se résument aux actions de soutien et d'accompagnement pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Et je constate avec le film que je viens de voir que la COSI poursuit son œuvre. On n'aurait pas corrigé les disparités catégorielles dans ce pays, à la santé, à partir des médecins, des infirmiers, des sages-femmes, des aides-soignants, de tous les corps, si la COSI n'avait pas fait son œuvre. On n'aurait pas pu avoir les 50% d'augmentation de salaire pour les enseignants, 50% qui les conduit même jusqu'à la retraite, si la COSI ne s'était pas levée comme un seul homme. Noël Chadaré, le secrétaire général, a retracé les objectifs visés par sa confédération syndicale à l'occasion de ces élections professionnelles. Mais que fera la COSI Bénin au lendemain des élections? La COSI Bénin, revêtue alors d'une nouvelle légitimité, aura pour revendication, entre autres revendications, l'évaluation des réformes du pouvoir de la rupture au plan social, l'augmentation du SMIC et du point indiciaire, ainsi que la hiérarchisation des salaires pour le mieux-être des travailleurs, le paiement effectif des rappels aux ayants droit. Pour ces élections professionnelles, la COSI Bénin s'active pour briguer le prochain mandat. La campagne prend fin le 22 janvier 2021. Cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An au Conseil économique et social tout en fixant les nouveaux défis pour la nouvelle année. Le président de l'institution, les conseillers et le personnel administratif, civil et militaire se sont présentés les meilleurs vœux. C'était hier à Cotonou. Clément Adjali. L'année 2021, le Conseil économique et social sacrifie à une tradition. La présentation de vœux au président de l'institution, ses conseillers et l'ensemble du personnel. À travers cette cérémonie, l'honneur est revenu au secrétaire général d'exprimer les vœux du personnel au président du Conseil économique et social avant de laisser place au vice-président qui, au nom des conseillers, a également présenté ses vœux au patron de l'institution constitutionnelle. Une cérémonie sobre mais riche en couleurs qui mobilise le personnel administratif, civil et militaire du Conseil économique et social. Qu'au nom du personnel administratif, civil et militaire, je m'adresse à vous, Monsieur le Président, aux membres de votre famille, ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers, pour vous formuler mes plus ardents vœux de robuste santé, de paix profonde, de réussite, de prospérité et de bonheur. Les conseillers par ma voix vous réaffirment leur engagement et leur disponibilité à vous accompagner dans votre effort de conduire sereinement, dans la paix et la concorde, le Conseil économique et social pour la suite de la mandature. Au nom de tous les conseillers et en mon nom personnel, je vous renouvelle les vœux de paix profonde, de santé, de prospérité et de bonheur pour vous et pour toute votre famille.
L'édition 2021 de la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux a été rehaussée par la mobilisation des anciens présidents de l'institution. Mais avant d'annoncer les nouveaux défis de l'année 2021, le président du Conseil économique et social a enfin présenté lui aussi ses vœux à l'endroit du personnel administratif, civil et militaire. Chers collègues, mesdames et messieurs, mon souhait le plus ardent pour cette nouvelle année, est que notre institution s'illustre davantage par son dynamisme et son utilité, en vous exprimant ma profonde gratitude pour les bons vœux que vous avez bien voulu formuler à mon endroit. Je me fais l'agréable devoir de vous formuler en retour à vous et à tous ceux qui vous sont chers mes vœux de bonne et heureuse année 2021. À la suite du discours de vœux du président du Conseil économique et social, les anciens présidents ont à leur tour témoigné leur gratitude à tous les agents de l'institution qui travaillent au quotidien pour porter plus loin le Conseil économique et social. Les conseillers et le personnel du CES se sont donné rendez-vous en 2022 pour une nouvelle présentation de vœux de nouvel an. On parle ce matin encore de la célébration de la fête des religions endogènes. Nous irons cette fois-ci à Abomey pour vous faire vivre les manifestations officielles de cette fête nationale. Imet Elena Moussou. Comme les années précédentes, depuis près de 3 décennies, le vaudou a encore été célébré ce 10 janvier. Les manifestations cette fois-ci se sont déroulées sans les grands rassemblements habituels dans la cité historique d'Abomey. La célébration a démarré la veille. Certains dignitaires ont effectué le tour des grands couvents. Des sacrifices, rituels et prières ont essentiellement eu lieu cette nuit. Là où nous sommes ici, c'est la Cour suprême du culte vaudou. Tous les contentieux du royaume d'Abomey, c'est ici que ça se gère. Ici, toutes les décisions prises sont sans recours. Le 10 janvier d'aujourd'hui, ce sera une fête qui sera célébrée au niveau de chaque confrérie. Nous allons faire des libations, nous allons prier parce que nous sommes en train d'entrer dans une période un peu sensible. Celui qui a eu le courage de sortir ce pays de cette ornière, c'est à lui que revient les premiers vœux. On doit faire des prières au président Athanase Guillaume Patrice Talon. Il y aura la paix. On lui demande la longévité auprès des vaudous parce qu'il a beaucoup de choses à faire pour le bien. Donc il faut que les divinités lui donnent la longévité pour qu'il puisse le faire et avec dignité. Le lendemain, quelques curieux ont eu droit à une brève parade puis quelques pas de danse de certains adeptes. Les réjouissances ont été suivies de distribution de sacs de riz et autres vivres et denrées à quelques dignitaires invités. C'est avec plaisir aujourd'hui que le Conseil a décidé d'être à vos côtés. Le Conseil est avec toute la communauté vaudou pour célébrer cette belle fête. Aujourd'hui, le seul problème qui nous chagrine, c'est les conditions particulières dans lesquelles nous fêtons. Vous savez, avec la pandémie qui sévit aujourd'hui, nous avons voulu célébrer ça dans la sobriété. Mais comme vous le savez, tout est symbole. Que ce soit dans la sobriété ou de façon festive, nos fétiches, nos vaudous ont déjà accueilli ça. À Kana, dans la commune de Zogodomé et à Boïkon, c'était également la liesse dans les différents couvents. 6 chants, danses et prières ont retenu les attentions à Zogodomé. Dans la ville Carrefour, il y a eu un court instant de libation. Responsables de culte et adeptes ont pu partager avec les sympathisants la diversité de la culture vaudou. Celle-ci regorge d'innombrables richesses qui séduisent plus d'un. La jeunesse n'arrive pas à bien entretenir la culture que nous ont laissée nos grands-parents. Nous lançons un appel à la jeunesse d'aujourd'hui pour dire de bien garder les valeurs endogènes. C'est à travers ces valeurs endogènes que nous reconnaissons que nous sommes vraiment les Africains. Nous reconnaissons que nous sommes vraiment des Béninois. La culture béninoise est très riche. À travers la culture béninoise, il y a le développement. Je suis venu partager la joie, les prières et les bénédictions avec les prêtres des religions endogènes et les adeptes des religions endogènes. Le vaudou doit représenter pour nous notre orientation traditionnelle, culturelle et ancestrale. Grâce à cette divinité, grâce à la bénédiction de cette divinité, nous arrivons toujours à traverser les moments les plus difficiles. Et j'en veux pour preuve, lorsqu'il n'y a pas la pluie, c'est cette divinité qu'on implore pour que
la pluie puisse tomber, pour qu'il y ait la pluie, pour qu'on puisse quand même faire de très bonnes récoltes. Sobre, solennelle et symbolique, la fête des religions endogènes édition 2021 a été commémorée. La crise sanitaire et ses corollaires ont enlevé à la fête tout engouement. Dignitaires, têtes couronnées, responsables de culte et adeptes espèrent retrouver les années à venir le plaisir des grandes retrouvailles et convivialités auxquelles ils ont souvent eu droit. Voilà, ainsi se referme cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous Ingrid. Retour sur l'actualité sur Canal 3 Bénin tout à l'heure quand il sonnera 13h. Prenez le rendez-vous. Dans la suite de votre matinale, nous allons recevoir Tamobio Sarako, c'est le maire de la commune de Banikwara et membre fondateur du parti Union Progressiste. Il sera en plateau pour nous dire un mot sur l'événement à venir samedi prochain. Participation à la présidentielle de 2021. Le parti Union Progressiste dévoilera aux Béninois son candidat pour cette élection. Maître Alexandrine Saïzonou-Bédier, avocate au barreau du Bénin, l'invité de Herman Anyamboussou. Elle en parlera de l'accès à la justice, le mode et les conditions de saisine du juge. Et puis, nous irons ce matin à Soava. On parlera donc de l'écosystème lacustre, le lac Nokwe qui était au bord de l'eutrophisation. Le professeur Edmond Sosoukwe, ancien directeur général de l'ABE, l'invité de Fulbert Adjimer-Rossou. Tout de suite, le forum de discussion avec le plateau des débatteurs. Mon bidon de compteur, s'il vous plaît. Monsieur Sidjouami. Je me déplace toujours avec mon bidon. Ah, il a son petit frère. Oui, papa. Ce n'est plus la peine de trimballer le 10 litres dans votre déplacement. Ils ont inventé ceci pour nos clients. Jésus est demain le vrai docteur. Et c'est toujours moins cher. Alors, le 10 litres pour la famille et son petit frère pour les déplacements. Et ça coûte combien? Le bidon est à 400 francs dans les buvettes, bars et maquis. Le pack de 6 est à 1500 francs seulement. C'est surtout disponible partout et sur toute l'étendue du territoire national. Chez tous les revendeurs, réclamez votre eau de comtesse à 400 francs et le pack de 6 à 1500 francs. Et pas roulez-vous. Eau comtesse, eau du Bénin. Comtesse, le plaisir de tous les jours. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Bienvenue chez Airfroid Technologies. Vous y trouverez des climatiseurs split system à modèle tropicalisé avec unité extérieure, anti-corrosion, silencieux et très économique en consommation électrique. Vous avez la possibilité de rechanger toutes les pièces possibles en plus d'un service après-vente assuré sur tous vos achats. Pour tout contact, appelez au 00229 21 32 65 43 61 17 63 77 ou visitez notre showroom juste en face de l'église Saint-Jean à Cotonou. Avec la qualité des climatiseurs à Airfroid Technologies, économisons l'énergie électrique. Airfroid Technologies, King Mensa vous le conseille. Et voilà, les discussions en plateau, l'actualité nationale marquée par la présidentielle à venir. Bonjour à vous André, bonjour Wahab et Herman Anyamboussou. Akimi Sidou aussi va nous rejoindre en cours de débat. Alors, 4 formations politiques, mouvements et personnalités se mettent ensemble pour créer le Front pour la restauration de la démocratie. Dans ce front qui a énuméré ses exigences, on va y revenir d'ailleurs au cours de nos échanges plateau de ce matin. On compte la DUD de Valentin Aditi Roulé, les démocrates de
Frédéric Rondeté, le mouvement FJA Frédéric Joël Aïvan et la grande solidarité républicaine, je dirais, un nouveau-né avec des anciens politiques dans l'arène politique pour donner vie et donner de la voix au processus électoral. Alors, est-ce qu'on pouvait s'attendre à la création d'un tel front, André Dossat, à pratiquement 3 mois du premier tour de la présidentielle? Vous savez que l'histoire a ceci de particulier qu'elle a tendance à se répéter. Est-ce qu'on pouvait s'attendre? Je dirais oui, parce que on a quand même observé qu'au sein de la classe politique opposée à Patrice Talon, il y a quand même que des voix se sont levées assez souvent pour souhaiter une certaine dynamique, une synergie d'action, souhaiter qu'il y ait un certain rassemblement des énergies pour davantage s'opposer et combattre. Et donc, de ce point de vue, je crois qu'on peut dire qu'on était en droit de s'attendre à cela. Il y a eu quelques réticences, quelques appréhensions, compte tenu du fait que, vous savez, souvent, en politique, la cacophonie des ambitions souvent empêche les gens de regarder dans la même direction, en tout cas de mutualiser les efforts et les moyens pour essayer d'atteindre un but commun. Mais c'est fait. Et je crois que, de mon point de vue, il n'y a rien de nouveau. Depuis 30 ans au Bénin, vous voyez, on prend pratiquement les mêmes, on recommence. Et les réflexes demeurent les mêmes. Et puis voilà, quoi, la stratégie également. À chaque veille d'élection présidentielle, il y a des regroupements, des alliances parfois contre nature. Vous voyez rapidement et assez facilement d'anciens bourreaux composés avec leurs anciennes victimes, sans pour autant qu'ils soient frappés du syndrome de Stockholm. Enfin, c'est ça qu'on observe encore. Dans ce qui vient d'être fait, vous avez Boni Yayi et ses partisans qui composent avec un certain Eric Rondeté et d'autres. Il n'y a pas si longtemps que ça, les deux étaient de part et d'autre, les uns étaient considérés comme des bourreaux de la démocratie, des libertés publiques, ainsi de suite. Nous allons les autres essayaient de se défendre face à ces soi-disant bourreaux. Et les voici aujourd'hui ensemble, parce qu'il y a un ennemi commun, Patrice Talon. Le prétexte du combat, c'est la restauration de la démocratie, mais nous savons que l'objectif ici, il est précisément de faire tomber Patrice Talon. Oui, j'ai pratiquement les mêmes analyses ce matin que oui, parce que ce qu'on constate la plupart du temps à l'approche des élections, n'est-ce pas, on sent une certaine opposition dans le rang de l'opposition et une difficulté à se mettre ensemble. Aujourd'hui, ces choses faites, mais on sait qu'au sein de cette opposition, n'est-ce pas, il y a des divergences, d'opinion, des divergences d'opinion. Et c'est là que les choses se fissurent. Quand on parcourt l'histoire, on se rend compte que peut-être 10 ans en arrière, pour les élections de 2011, qu'une certaine classe politique s'était mise ensemble pour, combattre l'union fait la nation, et au moins a réussi à proposer un candidat qui a fait face à Boni Yayi, même si les résultats étaient en faveur de Boni Yayi, avec le retentissant chaos de cette année-là qui est resté donc dans l'histoire. Aujourd'hui, le problème qui va se poser, quand on a fini de coller les morceaux en obtenant ce front, le problème qui va se poser, c'est de voir que, au départ, la ligne directrice des opposants n'est pas la même. C'est-à-dire comment ils vont harmoniser les choses. Et c'est là que le quotidien Fraternité ce matin parle de cohésion. Comment parviendront-ils, n'est-ce pas, à désigner un candidat qui sera donc le candidat consensuel du... Déjà, il y a une attente Herman Parfait à Niambosso à travers les exigences, ces 9 griefs qui sont portés contre le processus en cours. C'est-à-dire donc que quelque part, il y a une certaine entente déjà au départ. Maintenant, la suite... quel sera ce que ces différents acteurs politiques nous réservent? Non, c'est bien de saluer cette entente de départ que vous avez notée à travers les revendications de ce front pour la restauration de la démocratie, mais c'est de souhaiter que cette entente perdure dans le temps, parce que quand vous voyez un peu ceux qui composent ce mouvement, ou pardon, ce front-là, il faut l'appeler par son nom,
Oui, dedans, un leader des démocrates, par exemple. Et je crois que les démocrates aussi veulent avoir un candidat à l'élection présidentielle de 2021, donc d'avril prochain. Il y a professeur Aïvo, qui est aussi membre de ce front, qui depuis plusieurs moments nous a habitués à ces dialogues itinérants, et donc nous a donné un avant-goût de ce que sera sa candidature pour l'élection présidentielle. J'ose croire que ce front, oui, c'est vrai qu'il regroupe également notre leader, pas des moindres, Valentin Titi-Koudé, président de la DUD, laquelle formation politique n'a pas d'existence légale à ce jour. Je pense que tout ça l'a mis bout à bout. Je crains plutôt que des ambitions politiques individuelles se noient dans ce front-là, parce que justement, désormais, il va falloir agir ensemble, il va falloir agir pour montrer qu'on est solidaire, qu'on est unis. Quand on parle maintenant de revendications, Front pour la restauration de la démocratie, quelle démocratie veut-on restaurer? Est-ce que c'est la démocratie qui, je pèse bien les mots, nous a été imposée en 90? Parce que justement, je rappelle qu'au lendemain de ce référendum, il a fallu encore détourner pour expliquer aux populations ce que c'était la démocratie. Donc, quand on parle de consensus autour de cette démocratie, là, je dis oui, il y a forcément des gens qui décident pour vous, mais qui après s'imposent à vous. Est-ce que c'est la démocratie qui, pendant longtemps, a fait que des gens peuvent faire des grèves dans les hôpitaux qui sont devenus des mouroirs? Est-ce que c'est la démocratie qui veut que, voilà, on puisse laisser place au bavardage tout le temps, qu'on puisse laisser place à des revendications pour finir? Et pendant ce temps, des gens sont en train de subir. Est-ce que cette démocratie-là qu'on veut restaurer? Je pense qu'il faut, après 30 ans, qu'on puisse s'asseoir aujourd'hui pour faire un petit bilan de ce que la démocratie a apporté à nos différents pays d'Afrique. La restauration de la démocratie, c'est-à-dire que c'est la vision globale de ce qu'ont ces acteurs politiques qui se sont mis désormais ensemble, et de ces exigences, nous allons voir avec la réalisation. On parle de l'application immédiate des arrêts de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples demandant le maintien de la Constitution du 11 décembre 1990, l'organisation d'un dialogue inclusif de tous les acteurs de la vie politique au fait de déterminer de façon consensuelle les modalités d'une élection pacifique et démocratique. On parle de l'abrogation de toutes les lois liberticides votées au Parlement pendant le mandat du président Patrice Talon. En tout cas, c'est 9 points. Le respect des droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution et par les conventions internationales et bien d'autres. Oui, Hakimi Seydou Ouseni, à 3 mois d'une élection présidentielle, est-ce que le combat doit être ce que je viens d'énumérer en quelques points? Non, ce que vous avez énuméré, ce n'est pas nouveau. C'est des choses que nous avons déjà entendues. Individuellement énumérées par le professeur Joël Aïvo, individuellement énumérées par le porte-étendard des démocrates, je vais parler de Eric Ondété, et en plus de ceux-là aujourd'hui qui constituent le front. Je pense qu'en réalité, si le front a été mis en place aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont réussi finalement à s'entendre sur ce que leurs revendications sont communes. Donc, ce n'est pas en se mettant dans le front que ces revendications sont nées. Elles étaient déjà énoncées, et donc je crois que c'est le soubassement d'ailleurs, c'est l'élément catalyseur de la mise ensemble de ces différentes forces pour créer enfin le front. Donc je crois que ce n'est même pas un pari gagné de la mise en commun des revendications, mais c'est la mise en commun des revendications qui a favorisé la mise en place de ce front, parce qu'autant qu'ils se reconnaissent à travers les revendications énumérées. Le professeur Joël Aïvo, au cours de son dialogue itinérant, n'a pas manqué toutes les fois de faire constater que, il y a bien d'impairs qu'il reproche à la gouvernance de Patrice Talon. Les mêmes impairs ont été souvent aussi énumérés par le porte-étendard des démocrates, et donc je me rends compte alors que ce qui est dit ou ce qui est contenu, c'est au fait, on a juste formalisé les revendications que les uns et les autres avaient et qu'on a mis ensemble au niveau du front. Je crois qu'on ne pourrait pas attendre mieux que ça. Parce qu'en réalité, la dynamique mise en place par ce front, c'est certainement de constater enfin que, il ne sera pas question, à quelques 4 mois de la présidentielle prochaine, d'entendre des voix disparates par rapport aux revendications qui ont été énumérées, et se mettre ensemble pour dire, on porte, c'est-à-dire la voix de nos revendications ensemble. On a donc un front dans lequel le travail est fait, mais n'empêche que de façon individuelle, ces différentes personnalités se retrouvent dans leur creuset politique pour continuer le combat qui va se poursuivre. Ce n'est pas dans le front, ce n'est pas dans le front qu'on choisit qui c'est qui va être le candidat, certainement, je ne crois pas que ce soit ça, mais le front certainement travaille à la clarification de l'environnement électoral. Je crois que c'est beaucoup plus ça.
Ce n'est pas, bon, voyez, voilà, on se met ensemble pour désigner quoi, Éric Ndoté pour être candidat, on désigne le prochain pour être candidat, non. Mais c'est qu'ils se disent qu'il est temps qu'on se mette ensemble pour revendiquer la clarification de l'environnement politique. Parce que, eh bien, toutes les revendications, quand vous les énumérez, vous vous rendez compte qu'ils exigent que, eh bien, les choses soient faites afin que les élections dont on parle depuis plusieurs jours déjà, que ce soit des élections inclusives, parce qu'elles pensent, c'est force qu'il y a des actes, il y a des paramètres, il y a des éléments qui mettent, je dirais, sur le carreau certaines candidatures pour la présidence. Le Front attend certainement des réponses à ces exigences, des réponses favorables à venir, alors que le processus suit son cours. Depuis le 12 janvier dernier, on a vu les parrains défiler du côté de la Commission électorale nationale autonome pour retirer le formulaire nominatif de parrainage. Alors, des réponses favorables. Et qui donnera ces réponses favorables par la suite? Le président de la République, les institutions de la République, l'Assemblée nationale? Non, vous allez comprendre que c'est presque toutes ces institutions que vous venez d'énumérer, le président de la République étant bien entendu une institution également, ce sont toutes ces institutions qui sont interpellées donc par le Front pour la restauration de la démocratie. Les réponses peuvent venir, certaines peut-être favorables, d'autres non, mais il y a l'espace, il y a le temps. Il faut voir le temps. Je vais faire référence donc à cette possibilité qu'on a pu donner quand, par exemple, après les élections législatives, n'est-ce pas, on a vu qu'un certain nombre de dispositions dans nos tests étaient corsées et qu'on a, toiletté ces tests pour offrir la possibilité à bien de partis de se constituer et de pouvoir prendre part aux élections, les élections communales, ce qui a facilité la tâche, par exemple, là, au parti Foscoré pour un Bénin émergent qui a donc participé aux élections communales. Ça veut dire quoi? Qu'il y a possibilité pour ces mêmes tests qu'on a tracés, qu'on a senti que dans leur application, n'est-ce pas, on a eu trop de griefs, on a eu trop de difficultés. Les parties qu'on peut modifier, on peut les modifier. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, le débat n'est plus à ce niveau. Est-ce qu'il faut faire le choix, n'est-ce pas, de déplacer la tenue des élections, la tenue de l'élection présidentielle, ce qui posera un véritable problème parce que... Ils ont parlé d'un retour à la constitution du 11 décembre 1980. Oui, je ne suis pas contre. Quand on fait ça, vous voyez, le Front est en train d'inviter le gouvernement et les institutions de la République, n'est-ce pas, à respecter une décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, une décision de la CEDEAO. Et il y a également les dispositions de la CEDEAO qui ne veulent pas que, par exemple, à 6 mois des élections, ou en tout cas 6 mois avant les élections, que les règles du jeu soient modifiées. Donc, qu'est-ce que nous refusons et qu'est-ce que nous exigeons? Des réactions, oui, Herman. Oui, je pense que quand on considère un peu la panoplie de revendications faites par le Front pour la restauration de la démocratie, on parle de retour à la Constitution de 90, laquelle avait été toilettée, modifiée par une autre loi rapidement. On parle également de l'application immédiate des décisions de la CADHP, de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. On parle également de l'abrogation de lois liberticides. Il se fait que, c'est vrai, on parle de cette démocratie, la démocratie là que Boni Yayi avait qualifiée en tant de Nescafé, laquelle démocratie a permis la tenance au pouvoir dans ce pays. Retourner à la Constitution 90, une exigence du Front, cela voudrait dire que tout ce qui a été prévu, c'est-à-dire que la question du parrainage, la question des 45 jours de plus, beaucoup d'autres questions vont être mises de côté. Est-ce que vous avez fait de faire la question de savoir si à l'instant actuel on peut retourner à ces éléments-là? Je pense qu'on est venu un peu tard dans un monde vieux. L'idéal aurait été que ce Front se retrouve un peu plus tôt, il y a peut-être un an, parce que la loi a été modifiée quand même il y a un bout de temps. Et donc, ce Front aurait pu se retrouver pour porter ces exigences-là en termes de valeur, comme l'a dit Akimé, si c'est pour clarifier l'environnement politique, ce Front aurait pu se réunir depuis pour faire une sorte de plaidoyer et une sorte des sorties pour qu'on puisse en sortant travailler à cela. Je pense que dans le contexte actuel, pour ma part, il semble que c'est pas faisable. Oui. André, vous demandiez quelle pourrait être la réponse ou les réponses. La réponse ou les réponses du cas en face, c'est-à-dire du pouvoir de Patrice Talon. Moi, je veux partir d'un constat peut-être implacable, qui est que
ces initiatives politiques nées à quelques encablures d'élections, notamment présidentielles, n'ont jamais abouti dans notre pays. Observons un peu. En tout cas, si je prends les élections récemment organisées, où des fronts ont été organisés. La différence avec ce front, c'est qu'on n'y a pas vu les acteurs, les partenaires sociaux, c'est-à-dire les syndicalistes, parce qu'il me semble que les amis démocrates ont réussi à les mettre un peu à dos en s'y mixant dans la campagne électorale pour les élections professionnelles en cours. Sinon, généralement, on voyait une part d'acteurs politiques avec les syndicalistes qui tentaient donc de lutter pour obtenir un certain nombre de résultats, et ça n'a pratiquement jamais abouti. Je ne suis pas en train de dire, partant de ce constat, que cette initiative n'aboutirait pas, mais c'est un constat. Je constate aussi que, vous savez, la politique a une dimension d'imposture. Des gens qui aujourd'hui clament et exigent le respect, la mise en œuvre de décisions d'une instance internationale, mais qui avant avaient fait la sourde oreille face à cela. Aujourd'hui sont des chantres donc de cette défense-là. On observe aussi que sur la question par exemple de l'EPI, il est arrivé dans ce pays, pendant que le président Boni était au pouvoir, que ses opposants soient arrivés à quitter le processus de surveillance ou d'actualisation de la liste, qui n'était pas à l'époque fiable, n'était pas réputé très, très fiable. La CPS, l'EPI à l'époque, de toute façon, avait quitté, et sans que cela ne l'ait ému d'une manière ou d'une autre. Mais ça n'a pas empêché son pouvoir de continuer. Aujourd'hui, les acteurs qui exigent aujourd'hui que la composition du COS l'EPI soit revue, savent très bien de quoi il s'agit. Ils savent très bien que en réalité, il n'y a rien que l'on puisse faire à ce niveau-là. Mais on demande, parce que de toute façon, il faut du contenu dans des revendications politiques. Il faut avoir des éléments de contenu pour faire face au pouvoir, pour essayer tout au moins de discréditer le pouvoir et en appeler, n'est-ce pas, à l'attention, n'est-ce pas, de la communauté internationale, que ça ne se passe pas bien, le processus n'est pas très clair, il faut qu'on fasse en sorte que ça soit assaini. En tout état de cause, vous savez, ils sont dans le droit. C'est tout à fait normal qu'il puisse y avoir des forces politiques pour donner le change à Patrice Talon. Parce que je pense quand même que lui aussi ne s'attendrait pas à ce que les choses se passent comme, mettons... non, ça ne peut pas être facile. C'est clair que ça ne peut pas être facile. Ils ne peuvent pas non plus s'asseoir, croiser les bras et observer Patrice Talon, le voir plastronner, etc. Donc, je crois qu'ils sont dans le droit de pouvoir faire un certain nombre de revendications, de pouvoir contester un certain nombre de choses. Mais je me pose à la fin une question. Ils étaient où ? Pour que ce soit seulement à 3 mois seulement. Quand le processus est engagé à ce niveau-là, que l'on maintenant se mette ensemble et que l'on exige, qu'on demande qu'on arrête le processus. La Constitution n'a pas été révisée en 2021, encore moins en 2020. Ils étaient où? Ils faisaient quoi en ce moment-là? Qu'est-ce que ça leur aurait coûté de commencer déjà, dès le départ, à dire pas question, on ne peut pas aller à ce niveau-là, ainsi de suite, et lutter pour. Je me demande finalement, qu'est-ce qu'ils veulent concrètement? Il y a un point, l'organisation d'un dialogue inclusif. Qui va réunir tous les acteurs de la vie politique. Comme je l'ai dit dans ma première prise de parole, tout ce qui est énuméré, et d'ailleurs toutes les questions que vous faites, d'une manière ou d'une autre, on les a déjà élaborées sur le plateau ici. Parce qu'individuellement, je rappelle que ce sont des revendications qui avaient été déjà portées par les différentes forces qui se retrouvent au niveau du front. Le professeur Joël Aïvo a fait constater que le fait d'avoir retouché la loi fondamentale posait problème et qu'il ne fallait pas le faire. Nous avons entendu Éric Koundété aussi porter les mêmes griefs contre un certain nombre de faits qui ont été aujourd'hui énumérés. C'est clair que la question de la refonte du COS l'EPI, elle n'est pas nouvelle. Elle a été pendant longtemps énumérée parce que les forces qui en parlent font constater que les représentants au niveau du COS l'EPI sont tous en train d'emboucher la trompette du pouvoir et qu'ils ne voient pas ce qu'on appelle l'opposition au niveau de ce front. Et qu'il aurait fallu qu'on trouve la formule. Alors que la formule, c'est la loi qui régit l'existence du COS l'EPI, ne fait pas état, je dirais, d'un appel de force extérieure pour pouvoir faire tout. La seule chose qui est prévue, c'est que on ouvre les portes du COS l'EPI à tous les acteurs qui ont envie de comprendre comment est-ce que le processus se poursuit. Et c'est d'ailleurs les choses auxquelles nous avons été habitués tout le temps où le COS l'EPI a été installé. Donc, je me rends compte, et là, je suis d'accord, comme l'a dit André, que les revendications, on ne peut pas empêcher les forces aujourd'hui au niveau du front de porter les griefs qu'elles portent aujourd'hui, parce qu'elles ne sont pas nouvelles. De la justesse et de l'opportunité de la création du front, on peut débattre. Mais en même temps, on peut aussi, peut-être naïvement,
de ma position dit que, eh bien, il y a une possibilité que les chefs d'État entendent, je dirais, les revendications, et se disent, bon, oui, c'est vrai que les dispositions au niveau de la CEDEAO font état de ce qu'on ne touche pas à quelques mois, à quelques encablures d'une élection bien entendu. Mais au même moment, lorsqu'il y a consensus au niveau des forces politiques, on peut retoucher. Et donc, si pas extraordinaire, dans une des inspirations du président Patrice Talon, il pense qu'il faut répondre, je dirais, à ces différents griefs des forces politiques en l'état, eh bien, il ouvrira la porte et ça va se faire. De toute façon, de toute évidence, c'est que, comme je l'ai fait constater, ce n'est pas nouveau ce qui est en train de revendiquer. On ne peut pas s'attendre à mieux en termes, je dirais, de revendications portées par les forces mises ensemble. Donc, notre corps défendant, on constatera, mais la seule chose qui reste, et comme l'a dit sur le plateau, c'est de la justesse, c'est de l'opportunité, c'est de l'impact de revendications énumérées par ce front-là que nous allons voir si véritablement les choses vont bouger. Mais de toute évidence, il y a que moi je pense que c'est bien intéressant que nous entendions des forces qui estiment que les choses ne sont certainement pas faites dans la règle de l'art. Le change peut venir à tout moment. Toujours est-il qu'à l'arrivée, comme je l'ai souvent dit sur le plateau, le peuple en décidera. Avec ce que nous avons vu hier, est-ce que vous notez une certaine sérénité au sein de cette force politique? Une grosse sérénité. Oui. Et la pertinence aussi de son existence. Oui, en même temps qu'on peut, on va condamner ce que revendique le Front. Je crains qu'il y ait une dispersion des énergies. Parce que tout le monde l'a rappelé sur le plateau, nous sommes à 3 mois de l'élection, moins de 3 mois du premier tour de l'élection présidentielle. J'ai entendu chez certains acteurs de l'opposition dire que même si c'est un montant que l'opposition arrive à désigner pour faire face à Patrice Talon, tous se réuniraient derrière ce montant-là parce qu'ils veulent qu'il y ait une alternance au pouvoir. Pour ma part, quand nous sommes dans un contexte comme celui-là, où le processus a démarré, où, comme vous l'avez rappelé tantôt, les formulaires ont déjà commencé par être distribués auprès chez les parrains et tout, je pense qu'il faut, à mon sens, élever un peu le débat, faire en sorte qu'il y ait cette alternance-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est l'opposition qui s'est réunie pour dire notre candidat, c'est telle personne. Et nous faisons tout pour avoir tel nombre de parrainages parce que nous voulons avoir ça, nous voulons avoir ça, nous voulons ça. Je pense que dans un contexte comme celui-là où Patrice Talon, dans plusieurs communes, a dit « Je veux d'une élection inclusive ». Et tous les acteurs politiques, j'ai reçu hier Benoît Desglas qui disait que lui, il a reçu son formulaire de parrainage, mais que jusque-là, il a encore reçu un concours de fil de quelqu'un, d'un acteur pour dire est-ce que tu es fait un parrainage? Parce que justement, Benoît Desglas n'est pas un jeune acteur politique. Il est de la vieille classe politique, pour ainsi dire. Et donc, cela n'empêche pas, même si aujourd'hui on pense que le Parlement est monocolore, c'est quand même des acteurs politiques qui ont fait leur expérience par le passé, qui composent encore le Parlement. Il dit qu'il n'a pas reçu un seul coup de fil et qu'il attend que des gens l'appellent pour qu'il voit à qui il va donner son Parlement. Mais il dit qu'il veut des candidatures sérieuses. Je pense qu'il vaut mieux, dans un contexte comme celui dans lequel nous sommes, élever le débat et aller vers des propositions concrètes pour qu'on puisse ne pas disperser les énergies. Non, Bernard Desglas ne peut pas recevoir des coups de fil. Hier, on a proprement élaboré à propos, je dirais, du comportement des parrains. Les parrains appartiennent à des forces politiques préexistantes. Et les forces ont été claires, on ne disperse pas. Ce n'est pas... Mais est-ce que ça ne revient pas au candidat de mener la démarche vers le parrain et le parrain maintenant de porter cette demande-là? S'il y a une démarche qui doit être menée, si on vraiment va à la quête d'un parrain, ce n'est pas auprès du parrain qu'on va. On va auprès des responsables de la force politique. C'est avec elle qu'on négocie, je dirais, le parrainage. Ce n'est pas avec des individus, des parrains pris individuellement. Je crois que le mot de là était clair. Ne nous leurrons pas, n'attendons pas que quelqu'un vienne dire j'ai reçu un coup de fil. Ce que dit ne manque pas de pertinence. Mais j'estime qu'il y a possibilité, par exemple, de faire des négociations avec les parrains eux-mêmes, de manière à ce qu'au niveau du parti politique, ils puissent porter la voix, n'est-ce pas, des potentiels candidats qui les ont déjà contactés, dit bon, moi à mon niveau j'ai été contacté par X et Y qui souhaite le parrainage, qu'est-ce que vous en pensez, et peut-être prendre l'aval de son parti politique. Ceci dit, je vais revenir sur ce que développait tout à l'heure Herman, n'est-ce pas, un développement que je partage en ce sens que je trouve qu'il y a un réveil tardif, c'est ce que je note, n'est-ce pas, au niveau de l'opposition qui se constitue aujourd'hui
le front pour la restauration de la démocratie. Écoutez, je pense... C'est à votre niveau que vous pensez que c'est un réveil tardif. Oui, c'est un réveil tardif. Oui, je suis suis tout à fait d'accord. On ne partage pas le même agenda. Mais ce que je voulais dire, je pense que ce qu'on a reproché à ce régime depuis sa naissance et à l'Assemblée nationale depuis son installation à travers les lois votées et autres, c'est à cette élection présidentielle qu'on a la possibilité de tout corriger. Qu'est-ce que je veux dire par là? On a reproché, entre autres, au régime en place, n'est-ce pas, l'exclusion et autres. Les questions de parrainage et autres, ce n'est pas le vote, c'est le peuple qui va en décider. Ça veut dire quoi? Que quand on concentre les énergies au niveau de l'opposition et qu'on arrive à désigner un candidat, on désigne le ticket présidentiel et on va à l'élection, le peuple qu'on attendait peut-être pour prendre son aval et réviser la Constitution en son temps, en 2019, ce peuple parlera aux élections présidentielles, sinon à l'élection présidentielle. Si ce peuple est mécontent du régime en place, n'est-ce pas, ce peuple pourra sanctionner à l'élection présidentielle. Dans les urnes, bien entendu. C'est-à-dire que quoi? On est en train de gaspiller des énergies, de déplacer les choses. Il est temps maintenant à l'opposition de nous proposer, ma foi, n'est-ce pas, un projet de société qui va d'une manière ou d'autre intéresser le peuple. Vous savez quoi? Il y a une certaine fixation. C'est mon analyse des choses, une certaine fixation sur la personne du chef de l'État. Quand on vous chante démocratie, 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 ce qui est normal, bien de Béninois et de Daouméens se sont sacrifiés effectivement pour qu'on ait la conférence nationale de 1990, pour qu'on ait cette démocratie qui est venue. Bien de Béninois continuent de se sacrifier, même sous ces régimes, pendant que d'autres, n'est-ce pas, sont en vacances, certains disent être en exil. Il y a bien de Béninois qui sont sur le territoire national, qui subissent, n'est-ce pas, le volet positif et le volet corsé du régime en place. Ça dit quoi? Que le Béninois ou le peuple est appelé à faire tous les sacrifices nécessaires de manière à ce que le Bénin puisse se porter debout. Voilà, Henri. Davantage appris ce matin, grâce à Akimé, sur les événements du front. J'ai appris qu'il y a une grosse sérénité. C'est pas que moi je reste dubitatif. Vous savez, on prend les mêmes, on recommence. C'est-à-dire quoi? Jamais on a réussi à faire plier un régime à quelques encablures de la fin sur des exigences de l'opposition. Et vous allez voir que bientôt, à quelques exceptions près, parce que quand vous voyez ce front, en dehors de certains Joël Aïvo qui n'a pas été très impliqué, n'a pas suffisamment participé à ce genre d'activité, j'ai dit création de fonds politiques, syndicats, pour dire on veut ci, on veut ça. Mais tout le reste, c'est des gens qu'on a souvent vus à l'œuvre. Et jamais ça n'a abouti. Je ne vois pas pourquoi davantage ça pourrait aboutir cette fois-ci, parce que peut-être ça s'appelle FRD. Je ne pense pas. Je reste extrêmement sceptique par rapport à ça. Vous savez, je pense que l'opposition, et c'est ma conviction intime, c'est que cette opposition a manqué d'ajuster sa stratégie à la gouvernance que Patrice Talon a menée dans la tête de notre pays. Je reste absolument convaincu qu'on ne peut pas mener une opposition à Patrice Talon comme celle qu'on aurait menée face à un certain Bouniaï. Ce n'est pas possible. Parce que les deux n'ont pas eu la même approche de gouvernance à la tête de notre pays. Mais ce que les gens n'ont pas intégré, de mon point de vue. Et aujourd'hui, on pense toujours qu'on peut, vous voyez, dans ce pays, on a vu l'union fait la nation, où les choses qui ont pu diviser les gens étaient plus faibles que ce qui a pu les réunir, ainsi de suite. On a vu, dans le lot, il y a eu une part de taupeurs, de traîtres, ainsi de suite. Et je ne vois pas encore cette initiative échapper à cette réalité-là bien béninoise. C'est pourquoi je reste extrêmement sceptique. Et je pense alors que c'est mon point de vue. Ils auraient pu, par exemple, essayer de se réunir pour porter un projet de société qui obtient l'adhésion des Béninois pour montrer que non, nous sommes capables de faire mieux que Patrice Talon. Nous sommes capables d'avoir une meilleure gouvernance plutôt que de s'accrocher à ce prétexte de restauration de la démocratie. Alors, il doit quitter le pouvoir le 5. Bon, déjà, on a lancé l'ultimatum dans ce pays. On a vu jusque c'est allé. Ce n'est pas
pour encourager cela que je le dis, mais je pense que les gens doivent être un peu plus réalistes, proposer un projet de société, des idées meilleures à celles. On va y revenir, on suit de très près le déroulement de l'agenda du Front pour la restauration de la démocratie. On suit également le déroulement de l'agenda des autres formations politiques et tous les jours que Dieu fera, en tout cas, dans ce processus qui nous conduit vers le premier tour de la présidentielle. On reviendra en plateau pour nos analyses. Je voudrais quand même qu'on aborde ce sujet, mais on n'a pratiquement plus le temps. Nous avons 3 invités à recevoir ce matin en 45 minutes. Très rapidement, je vous donne la parole. 10 secondes, oui. Le chef de l'État, Patrice Talon, qui, cette fois-ci, dans sa tournée, va se rendre à Soava, dans les Agégués, une cité lacustre. Qu'attendez-vous de voir, cher monsieur? Non, mais justement, Patrice Talon, en 2016, pour être le président de la République, il a dû parcourir toutes ces communes-là. On a vu que ça me rappelle encore quelques photos qu'on a pu voir sur la toile, qui montrent comment il est allé convaincre la population de ces communes, de ces styles lacustres-là, de voter pour lui. Je pense que c'est un homme qui connaît un peu la zone. Et il sera dit dans le Bénin ici que c'est le chef d'État qui a parcouru les 77 communes du Bénin en voiture. Je pense que c'est une bonne chose. On attend de voir à la fin ce qu'il va dire, puisqu'il annonce sa candidature pour bientôt. Dans quelques jours. C'est vrai que sur cette fois-ci, ce ne serait pas voiture. Ce serait il va faire le même parcours en voiture et l'autre en bac motorisé. Voilà. Oui. Non, en fait, les populations attendent le chef de l'État, n'est-ce pas? Je crois ce matin, ce serait à Soava avant qu'il ne continue dans les autres pour le compte de cette journée. Je crois que à chaque destination, à chaque étape, le discours n'est pas toujours le même. Les besoins des populations de l'eau, n'est-ce pas, les populations qui vivent sous l'eau, les Agégués, Soava et autres, ne sont pas les mêmes que ces populations qui vivent sur la terre ferme. J'ai souvenance qu'à la préfecture de Cotonou, sous l'ancien régime et sous l'ancien maire, je crois que c'était Oni Chango, n'est-ce pas, on avait invité les maires de préfecture, on avait les 2 départements ensemble, Atlantique, Littoral, auxquels on avait offert des véhicules administratifs, des véhicules de fonction, pour ne pas dire les véhicules de commandement. Mais le maire de Soava qui était présent, n'est-ce pas, est reparti, doit dire bredouille pour la circonstance. Il cherchait à prendre parole parce qu'il voulait de véhicules et qu'on lui a dit non, qu'il y a 2, je crois, ou 3 barques motorisées qui lui étaient réservées. C'est juste pour traverser le lac. Très bien. C'est vrai que par la suite, il n'a pas manqué, il n'a pas raté le véhicule. Non, moi, il manquait d'ajuster ce matin, donc je me suis rendu compte que tout est bien mis en place. Parce que le bouchon. Il y a le jalonnement aussi. Il est monstre du fait, certainement, du déplacement du chef d'État vers Soava et environ. Non, je crois que ça va être la dernière journée de la tournée du chef de l'État. La dernière journée, ce sera demain. Demain. De toutes les façons, c'était évident, puisqu'il a fait l'option de parcourir les 77 communes. Donc, il ne peut pas ne pas aller à Soava et puis dans les Agégués. Il va les entendre, bien entendu. Il leur dira, il leur explique davantage le projet qui avait été énuméré en son temps à l'occasion de la présentation du PAG. Ensuite, concerne c'était la cause de Gambie. Certainement, où est-ce qu'ils en sont, qu'est-ce qui n'a pas véritablement encore marché pour que le projet aboutisse et qu'on sort. Je crois que c'est beaucoup plus ça que la population voudrait certainement attendre et prendre langue avec, je dirais, les dates prochaines, bien entendu. Donc, c'est un déplacement qui s'inscrit dans la même optique que les autres qu'il a eu à entreprendre dans les autres communes de notre pays. Il parlera bien évidemment également de l'opération nettoyage des plans d'eau. Oui, c'est un défi commun à l'ensemble des communes qui sont juste dans le lac. Mais moi, mes dernières secondes, je voudrais consacrer ça à un retour sur le premier panel pour montrer l'image que me renvoie à ce déplacement du chef de l'État. Vous savez, dans les années Boniaï, les gens ont créé une fédération et ils s'enfermaient dans les bureaux à Fifadji ici et proclamaient beaucoup, il doit quitter, on veut faire ci, la restauration de la démocratie, de l'état de droit et machin chouette, pendant que lui en hélicoptère parcourait Mosée, Vallée, allait partout, village et hameaux, et vendait son action aux populations. Particulièrement sur le terrain, qui vend, le prétexte c'est la reddition de comptes, mais il vend son bilan aux populations. Je l'ai entendu quelque part, je crois que c'est à Waké, annoncer une réalisation pour dans 2 ans.
C'est-à-dire quoi? Lui, il est sur le terrain, il fait son bilan, les gens sont à Cotonou et créent une coalition. Je crois qu'il faut que les gens réinventent l'opposition à Patrice Talon. Parce que là, de mon point de vue, la stratégie qu'ils ont adoptée jusque-là ne s'est pas avérée efficace. Merci. Merci à vous, André. Merci à vous. Si tout va bien, nous allons recevoir en plateau Tamumbia Sarako, maire de Banikwara, membre du parti Union Progressiste. On parlera de la présidentielle et de l'activité politique de ce parti samedi prochain, samedi où le parti dévoilera son joker pour cette élection. Merci Wahab Akime. Merci. Herman Anamousso, on retrouve dans un instant dans Honduras Sedlex. Tout à fait. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. En janvier, seulement sur les chaînes Canal+. Pourriez-vous créer l'ambiance pour nos invités? Avec plaisir, monsieur. Hellboy, soyez le bienvenu. C'est une fête déguisée ou une chasse aux géants? Aujourd'hui, c'est le grand jour. Tu joues à quoi, là? Génie sénégalais qui est à nouveau décisif. Tu fais comme chez toi, tu connais la maison. Sois le bienvenu chez moi. Du cinéma inédit, des séries exclusives et le meilleur du sport. Commençons l'année ensemble. Réabonnez-vous en janvier et profitez de toutes nos chaînes offertes pendant 15 jours. Un garde qui dort jamais chez nous, vous dira-t-on. Mais ça arrive dans n'importe quelle structure de sécurité et sur n'importe quel continent. Quelle que soit la qualité de la formation ou du recrutement, l'humain présente parfois des défaillances. C'est pour pallier à cela que Benin Tracking Security, entreprise visionnaire, a inventé un nouveau concept de sécurité qui allie l'électronique à l'humain avec des outils comme le rondier qui maintient l'agent en état constant de veille et de vigilance, notre salle de contrôle unique au Bénin, le bouton panique, moyen d'alerte efficace en cas de menace et notre anti-intrusion avec lequel vos locaux deviennent des forteresses infranchissables. BTS réinvente la sécurité au Bénin. Essayez-nous, vous nous adopterez pour toujours. Benin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Infoline 00229 21 31 68 72 67 15 80 41. Jeudi dernier, il y a eu le premier acte de notre thématique sur l'accès à la justice, les modes de saisine du juge en plateau. Nous avons reçu maître Alexandrine Saïzonou-Bédier. Elle est de retour pour le second acte ce matin. Bonjour maître. Bonjour. Bienvenue en plateau. Merci. Herman Anamousso. Oui, Christian Darijan, bonjour maître Saïzonou-Bédier. Bonjour monsieur. Bienvenue sur ce plateau, deuxième panel. Par rapport à l'accès à la justice, c'est vrai qu'on a évoqué jeudi dernier les modes de saisine du juge et tout. Est-ce que pour vous, la justice serait gratuite? C'est une grosse question. C'est une grosse question parce que lorsque vous prenez les tests, il est dit, je prends les dispositions de l'article 6 de la loi portant organisation judiciaire. Il est disposé que la justice est gratuite en République du Bénin, sous les seules réserves des dispositions légales et réglementaires concernant les frais de justice, les droits de timbre et d'enregistrement. Cela veut dire que le justiciable n'a pas à payer pour qu'un juge connaisse de sa cause. Mais avant que le juge ne soit saisi, il y a des démarches. Si c'est par requête, par exemple, je prends une requête, une femme qui veut demander une pension alimentaire pour ses enfants, dépose une requête au président du tribunal. Cette requête-là, déposée, elle doit pouvoir payer 3 000 francs. 3 000 francs pour que la requête soit déposée. Et lorsqu'elle sollicite les services d'un avocat, il faut payer l'avocat, mais il faut payer également les droits de plaidoirie, une vignette de 2 500.
que le justiciable doit assumer. Ça fait combien? 5 500, sans compter les honoraires d'avocat. Lorsque la décision est rendue, il faut prendre l'extrait. Ne serait-ce que l'extrait de la décision, c'est 2 000 francs, plus 1 200 par timbre. Pour une femme qui n'a pas les moyens, une indigente qui vient crier au secours, mon mari ne s'occupe pas des enfants, aidez-moi. Je prends un autre cas, une demande de divorce par exemple. La requête, c'est 10 000. Vous déposez droit de vignette, 2 500. Lorsque vous allez vous-même, vous n'êtes pas obligé de prendre un avocat. Lorsque vous y allez vous-même, il n'y a pas de problème. Vous payez les 10 000, mais dès que la décision est rendue, il faut payer les frais de greffe. Si c'est l'extrait que vous demandez, c'est 2 000. Si c'est la grosse, c'est 5 000. Plus les frais de thème, d'enregistrement, c'est 20 000 le coût. Et par rapport pour les décisions de divorce. Mais lorsque la décision n'est pas enregistrée dans un délai d'1 mois, vous payez une pénalité de 100%. Ça veut dire que pour une procédure de divorce, vous êtes à 75 000, 100 000 francs, sans compter les honoraires d'avocat. Et en matière civile et commerciale, lorsque vous venez revendiquer, quelqu'un vous doit de l'argent, 3 millions, si c'est en matière commerciale, vous n'avez pas à payer les frais d'enregistrement, c'est gratuit. Mais l'assignation, parce qu'en matière commerciale, le tribunal est saisi par assignation, il faut solliciter un huissier. Ce n'est pas moins de 50 000, 48 900 et disons 50 000. Les frais d'enrôlement, 10 000, ça fait 60 000. Les droits de vignette, 2 500, sans compter les honoraires d'avocat. Même si vous allez seul, vous avez au moins à dépenser 64 000. Maintenant, lorsque la décision est rendue à votre profit, quand c'est 5 millions 500 par exemple, vous payez pour les frais d'enregistrement 5% des 5 500 000 au service des domaines. Et sur chaque décision, sur chaque page de la décision, vous mettez une vignette de 1 200 francs. Comptez vous-même. Comptez vous-même. Est-ce qu'on peut dire dans ces conditions que la justice est vraiment gratuite? C'est une question à laquelle nous allons tous répondre. Et ça, moi, je dis, les frais tels que c'est fixé aujourd'hui, est un handicap pour les justiciables qui n'ont pas les moyens. Surtout que dans d'autres pays, pour pallier à la chose, il y a l'aide juridictionnelle. Quand on parle d'aide juridictionnelle, à quoi fait-on recours quand on l'aide parle juridictionnelle, c'est un fonds qui est mis en place par l'État et qui permet de prendre en compte les indigents, de leur prendre un avocat, de payer l'avocat, de pouvoir assurer les frais d'actes et autres, et permettre à celui-là, à ce justiciable indigent, d'avoir accès à la justice. On a un vieux test dépassé qui n'est même pas appliqué, puisque le fonds n'a jamais été mis en place, et maintenant un travail se fait. Je crois qu'il y a une nouvelle loi, mais qui n'est pas encore en application. Voilà où nous en sommes. Dans d'autres pays, il y a les assurances. Vous-même, vous assurez en cas de pépin, lorsque vous avez accès à la justice, c'est l'assurance qui fait les frais. Alors, parler de justice gratuite, cela reviendrait normalement à quoi? Pour moi, la justice gratuite, dans la gratuité, ça veut dire que vous ne faites rien, vous ne payez rien. Mais il faut bien que l'avocat puisse avoir... Oui, l'avocat, en fait, il faut serrer. Il y a ceux qui ont les moyens de saisir un avocat. Oui. De payer un avocat. Le problème n'est pas seulement par rapport à l'avocat. Parce que je vous ai dit ici qu'en première instance, le justiciable peut aller se défendre lui-même devant les juridictions. Tout à fait. Mais pour accéder, moi j'ai eu à payer les 3 000 francs à plusieurs femmes qui sont en difficulté mais qui n'ont pas les moyens de payer 3 000. Je rends un service pro bono gratuitement, je rédige la requête, je saisis, je fais tout. Mais pour déposer, il faut 3 000 francs. Je suis obligé de débourser encore les 3 000. Et maintenant, pour aller défendre cette dame-là, je suis obligé de payer une vignette de 2 500. Est-ce que ceci peut expliquer donc la réticence du justiciable à aller vers la justice? Bien sûr, bien sûr. Et il y a même des justiciables qui ont pu réunir les frais pour solliciter un huissier, pour l'assignation, l'enrôlement. Mais lorsque la décision a été rendue, ils n'ont pas pu faire les frais d'enregistrement. Ils n'ont pas pu faire les cas. Parce que quand vous les calculez, c'est énorme. Et il y a un problème qu'il faut régler, c'est qu'au niveau des greffes, sauf au niveau du tribunal de commerce, où un effort se fait aujourd'hui, où vous avez les décisions dans le délai d'1 mois, parce que l'enregistrement doit se faire dans un délai d'1 mois. Il y a un travail qui se fait au niveau du tribunal de commerce, les décisions sont disponibles. Mais dans les autres juridictions, la plupart des autres juridictions, vous n'avez même pas l'extrait de la décision au bout d'1 mois. Et on vous délivre le greffe, vous délivre la décision après 1 mois, et c'est vous qui payez les pénalités de 100%. Si j'ai par exemple 3 millions de frais d'enregistrement à payer, je me retrouve à payer 6 millions.
Tout simplement parce que l'administration judiciaire n'a pas fait son travail. Et c'est moi, le justiciable, qui me retrouve à payer les frais d'une négligence ou de ça vous dit qu'il y a des choses, il y a des choses à corriger. Évidemment, il y a des choses. Rien n'est parfait au niveau de la justice béninoise. Bon, un effort se fait, je le reconnais, mais il faut repenser complètement la justice béninoise si on veut que les Béninois aient accès à la justice vraiment. Est-ce que c'est possible? C'est possible qu'on à cœur vaillant, rien n'est impossible. Justice gratuite, ça se fait dans d'autres pays. Accès à la justice. La justice ne peut pas être entièrement gratuite. Moi, ce qu'on met dans la gratuité de la justice, en fait, c'est le fait pour le justiciable d'avoir assez, de pouvoir se référer à la justice. En tout cas, un juge doit connaître son cas sans pouvoir lui demander quel paiement. Mais maintenant, il y a les accessoires, les frais et autres pour accéder à la justice. Et c'est par rapport à ça que nous devons... Parce que dans un passé récent, on ne payait pas les thèmes de 1200. Ça, c'est récent. Les coûts des actes ont été augmentés. Et tout ça, là, aujourd'hui, ça rend difficile l'accès à la justice. Ça, nous vivons ça quotidiennement. Et contrairement à ce qu'on dit, les avocats font beaucoup de social, où nous sommes obligés nous-mêmes de sortir de l'argent. Mais on n'a pas fait non plus vœu de pauvreté pour passer toute notre vie à donner, alors que c'est l'État, en principe, qui doit pouvoir gérer ces personnes qui sont indigentes. Je prends le cas d'une femme qui a 3 enfants, le monsieur ne donne rien, absolument rien. Et cette femme vient vous voir, écoutez, aidez-moi. Vous savez que le monsieur travaille dans une entreprise où vous pouvez prendre une décision, faire une saisie, arrêt sur son compte. Vous allez demander à cette dame qui a du mal à nourrir ses enfants de sortir 3 000, de payer 1 200 sur chacun, de me payer la vignette. Et je tiens à vous dire, avant de finir, la vignette, c'est à 2 500 devant les juridictions d'instance. À la cour d'appel, c'est 5 000. Devant le tribunal de commerce, c'est 5 000. La cour constitutionnelle, la cour suprême, c'est 10 000. C'est énorme pour accès à la justice, pour une certaine catégorie de justiciables. Est-ce qu'on peut donc conclure que l'accès à la justice est une réalité au Bénin oui, mais voilà. Je dirais oui, mais comme vous le dites. Je dirais, mais on peut mieux faire. On peut faire en sorte que tous les Béninois, qu'ils soient indigents ou pas, aient accès à la justice. C'est un rêve, et je sais que c'est un rêve qui peut bien se réaliser. On va conclure votre mot de la fin. Nous sommes à la fin de ces 2 panels, Maître Saison Bédi. Ce que je dirais, ce que j'aime bien dire, la justice, c'est le socle. Un pays où la justice va mal, vous savez, ce pays va mal. Lorsque le citoyen ne croit plus à la justice du pays, c'est que ça ne va pas. Ça ne va pas. Et il faut qu'on donne les moyens à la justice béninoise d'accomplir son œuvre. Merci. C'est moi. Merci à vous, Christiane. Merci bien, maître. Merci à vous, Herman Parfait à Niamboussou. Très bonne journée du jeudi. On va parler dans un instant environnement avec Fulbert Adjimerossou, notre écosystème, l'écosystème lacustre du lac Nokoué, est-il au bord de l'eutrophisation? Nous allons donc ce matin à Soava avec Fulbert Adjimerossou et son invité, professeur Edmond Sossoupa. Il est ancien directeur général de l'Alliance béninoise pour l'environnement. Moi, me donne des compteurs, s'il vous plaît. Je suis si tu as mis. Je me déplace toujours avec mon bidon. Ah, il a son petit frère. Oui, papa. Ce n'est plus la peine de trimballer le 10 litres dans vos déplacements. Ils ont inventé ceci pour nos clients. Jésus est demain le vrai docteur. Et c'est toujours moins cher. Alors, le 10 litres pour la famille et son petit frère pour les déplacements. Et ça coûte combien? Le bidon est à 400 francs dans les buvettes, bars et maquis. Le pack de 6 est à 1500 francs seulement. C'est surtout disponible partout et sur toute l'étendue du territoire national. Chez tous les revendeurs, réclamez votre eau de comtesse à 400 francs et le pack de 6 à 1500 francs. Et pas vous. Eau Comtesse, eau du Bénin. Comtesse, le plaisir de tous les jours. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez des
désormais depuis votre smartphone ou tablette toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Bienvenue chez Airfroid Technologies. Vous y trouverez des climatiseurs split system à modèle tropicalisé avec unité extérieure, anti-corrosion, silencieux et très économique en consommation électrique. Vous avez la possibilité de rechanger toutes les pièces possibles, en plus d'un service après-vente assuré sur tous vos achats. Pour tout contact, appelez au 00229 21 32 65 43 61 17 63 77 ou visitez notre showroom juste en face de l'église Saint-Jean à Cotonou. Avec la qualité des climatiseurs à Airfroid Technologies, économisons l'énergie électrique. Airfroid Technologies, King Mensa vous le conseille. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, cartes de mariage, cartes de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Jeudi, environnement sur Actu Matin. Fulbert Adjumerosso, bonjour. Bonjour Christian. Voilà, vous nous emmenez ce matin à Soava. Tout à fait. Le chef de l'État y est actuellement ou presque dans le cadre de sa tournée de reddition de comptes. Mais il faut dire également que Soava est situé sur le lac Nokoué, un lac qui aujourd'hui est pratiquement en déclin du fait donc des engins prohibés, de certaines pratiques qui conduisent aujourd'hui à l'eutrophisation. Aujourd'hui, nous recevons donc le professeur Edmond Sessoupé. Il est ancien chercheur à la FAST, il est ancien directeur général de l'ABE. Bonjour professeur. Oui, bonjour. Vous avez fait un tour à Soava récemment? Oui, je suis régulier à Soava. Votre avis de l'état de l'écosystème? Ben, il faut dire que Soava est installé sur un écosystème aquatique constitué par le lac Nokoué. Et cet écosystème est alimenté en partie par une rivière qu'on appelle la rivière Sceaux, et qui a donné son nom d'ailleurs à la commune Soava, parce que beaucoup d'autres localités, Sochahoué, Sozunko, tout ça, c'est la Sceaux. Très bien. Donc, mon impression, quand je suis allé, j'ai commencé à aller sur Soava depuis 2003, où j'avais fait mes études de 3e cycle. Mais la dernière fois où je suis allé, j'ai constaté qu'il y a effectivement un déclin de cet écosystème, compte tenu d'un certain nombre de paramètres que nous allons développer tout à l'heure. Et il est important de donner le cri d'alarme pour que cet écosystème soit sauvegardé. Voilà. Vous parlez de paramètres. Quels sont les indicateurs aujourd'hui quand on parle du lac Nokoué, quand on parle de Sceaux et sans environnement? Oui, les indicateurs, c'est que d'abord au plan environnemental, ce lac-là est en déficit hydrique, c'est-à-dire que le volume d'eau que l'on connaissait pour ce lac diminue d'année en année. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut marcher presque sur le lac, ce qui n'est pas un bon état pour un écosystème aquatique. Ensuite, il y a une mauvaise occupation de l'espace. Il y a des installations un peu anarchiques au niveau de Soava.
Et par ailleurs, il y a un certain nombre d'éléments, notamment les déchets solides ménagers, qui ne sont pas gérés de façon appropriée. Ça fait que une partie du lac devient un dépotoir. Et voilà. Il y a l'élevage qui se fait de façon pas appropriée aussi. Vous voyez, les porcs, la volaille, tout ça là cohabite dans un environnement où l'homme est aussi. Donc voilà quelques éléments qui sont des éléments. Par rapport au porc, comme on a dit dégradation. que ça contribue à lutter contre le paludisme, que les moustiques seraient très intéressés par le porc. C'est juste que j'ai appris ça un jour comme ça. Oui, mais vous savez, les porcs sont quand même n'occupent pas toute la superficie de ce lac-là ou de cette commune. Et ce qui est décevant, c'est que pour faire de l'élevage, il faut avoir une niche. Il faut prévoir quelque part où il faut mettre en enclos les animaux, ce qui n'est pas souvent le cas. Revenons donc à la situation du lac. C'est un écosystème habité, contrairement au lac Aimé. Ici, c'est qu'il y a une population qui réside en permanence. Alors, comment est-ce qu'il faut aménager? Est-ce qu'il faut déplacer? Est-ce qu'il faut recaser comme sur terre? Que faut-il faire? Non. Il faut un plan directeur d'aménagement. Et le plan directeur d'aménagement fait d'abord une évaluation de la superficie à aménager. Et prévoit les différentes infrastructures à mettre sur ce territoire-là. Et prévoit aussi des réserves administratives pour que dans le plan de développement de la commune, que l'on puisse continuer à gérer l'espace. Mais pour le moment, ce n'est pas fait de cette façon-là. Les populations ont la liberté de s'installer là où elles veulent. Et c'est ça qui complique l'architecture actuelle. C'est ça qui donne une mauvaise image de l'architecture actuelle de Gamvier, qui est considérée comme la Venise de l'Afrique. Mais d'autres localités comme Sochankwe, Sozunko, et quand on va plus en aval de ce lac-là, on a des localités comme Lokpo, Ahomegbon. Voilà. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un mécanisme d'assainissement, il n'y a pas un système de collecte de déchets, il n'y a pratiquement pas, il n'y a rien. Est-ce qu'il faut aussi, tout comme sur terre, implanter des mécanismes de collecte de déchets sur l'eau? Bien sûr, mais les déchets dans l'eau, c'est une opportunité pour la multiplication des germes. Et quand on parle de multiplication de germes, on parle de survenance de certaines maladies hydriques, notamment le choléra, la dysenterie, et toutes les maladies diarrhéiques, si vous voulez. Donc, il faut aménager. Aménager suppose que dans le plan d'aménagement, on prévoit un espace de rassemblement des déchets. Un peu comme ça se fait à Cotonou ici, dans le programme. Une station de traitement des eaux aussi. Voilà, il faut d'abord prévoir quelque part où on rassemble les déchets et prévoir un mécanisme d'enlèvement des déchets. Est-ce que vous voyez? Ensuite, il faut gérer les eaux usées. Vous savez que la population de Soava utilise des latrines pour la plus grande partie des latrines qui ouvrent directement sur le lac. Voilà. Donc ça aussi, c'est un problème. Parce qu'il suffit que quelqu'un ait le choléra, qu'il défèque dans l'eau et que d'autres prennent des ressources à partir de cette eau, le poisson, les crevettes, ou même boivent cette eau, parce que vous savez, quand le pêcheur va à la pêche, il n'a pas sa gourde d'eau. Quand il a soif, il tape un peu et puis il prend et boit. Donc ces comportements-là doivent être revus pour que Gamvier et tous les villages lacustres puissent devenir bien assainis. Aujourd'hui, on assiste quand même à un assainissement des plans d'eau du Bénin. Il y a le lac Nokoué et Sèche-Chenou, le lac Aimé, le lac Nokoué Sèche-Chenou. Aujourd'hui, le lac Aimé a repris un peu du souffle.
après l'assainissement qui a été fait, mais du côté du lac Nokoué, ça persiste à cause certainement des pratiques de pêche. Vous avez fait beaucoup d'études également sur la pêche. Est-ce que là, il faut réinventer la roue en matière de danger de pêche sur le lac? Oui, il faut discipliner la population parce que le lac contribue pour une bonne part au développement humain, de par les ressources que les populations tirent de ce lac. Donc, il est important de ne pas laisser ce lac-là mourir, parce qu'un lac eutrophe est un lac mort. C'est un lac qui n'a plus de ressources. Est-ce que vous voyez? Donc, les pratiques de pêche qui sont prohibées, c'est d'abord les acadias, cette forme d'élevage en eau, à partir des branchages qu'on y met, et qui constitue un microclimat qui attire les poissons. Donc les poissons sont attirés, ils se retrouvent dans cet environnement, ils se nourrissent rapidement parce que sur les branches, il se développe un périphyton qui est de la nourriture préférée par les poissons. Donc ils croissent rapidement, ils se multiplient aussi. Mais le vrai problème, c'est que ces branchages comblent le lac. Le lac Nokoué est aujourd'hui un lac totalement comblé. En dehors des branchages qui sont des ressources végétales, cette pratique amène aussi les gens à introduire des pneus ou des produits en polystyrène dans ce plan d'eau. Ces choses-là ne se dégradent pas. Les végétaux vont se dégrader, mais le pneu ne se dégradera pas à l'échelle humaine. Donc ces comportements altèrent la qualité écologique, la qualité biologique et l'état esthétique de ce lac. Est-ce qu'il faut envisager un dragage? Bon, le problème de dragage, c'est d'abord de savoir est-ce qu'il y a une source d'alimentation, est-ce qu'il y a de l'eau qui pourra venir. La base d'allée de Lemay ou la base d'allée de Lemay, par exemple, pour alimenter le lac? Oui, mais vous savez, le lac, ça fait quand même plusieurs dizaines de kilomètres carrés. Oui. Donc, si on drague tout ce lac, je me demande si il n'y aura pas un appel d'eau qui pourra même assécher le fleuve Ouémé. Oui, parce que c'est Mais que faut-il faire? Si vous devez conseiller les décideurs politiques, que faut-il faire? Oui, mais le lac Nokoué, c'est un lac principal pour le Bénin. C'est le plus grand de notre pays. Donc, on ne peut pas le laisser mourir. Et les différentes rives de ce lac doivent commencer par être aménagées, exactement comme on a aménagé les rives de la lagune de Cotonou. Donc l'aménagement de ces rives va permettre d'empêcher l'arrivée d'un certain nombre de déchets. Est-ce que vous voyez? Ensuite, le lac Nokoué est un lac qui est réceptacle des eaux pluviales venant du nord. Donc les produits chimiques qui résultent des différentes cultures, notamment du coton, sont lessivés, acheminés dans ce lac, ce qui fait qu'au plan physico-chimique, le lac a une qualité très mauvaise. Et les ressources qui sont dans cette eau, notamment les poissons, les crevettes, ne sont plus forcément appropriées à la consommation. Je mets ça entre griffes, parce qu'on a retrouvé dans la chair de certains poissons des taux relativement élevés de métaux lourds. Donc, l'aménagement doit commencer d'abord au niveau des rives pour empêcher l'arrivée d'un certain nombre de déchets. Ensuite, il faut faire un plan de directeur d'aménagement des localités qui sont implantées sur ce lac-là, en élaborant des schémas d'assainissement. Assainissement des eaux, assainissement notamment des eaux, la gestion des déchets. La gestion des déchets. Et puis, il faut faire un plan d'architecture. C'est comme pour le tourisme? Oui, il faut faire un plan d'architecture. Les populations ont fait ce qu'elles ont pu. Les principales constructions sont sur pilotis, bien sûr, mais il faut faire un plan de tout ça, de manière à harmoniser, de manière à faciliter la circulation. Donc, lorsqu'on veut partir d'un quartier à un autre, on circule librement, mais il faut aussi donner de l'eau potable
à ces populations. Justement, comment on peut être sur l'eau et avoir besoin de l'eau encore? Oui, mais vous savez, l'eau qu'ils ont là n'est pas de l'eau potable. L'eau dont je parle, c'est de l'eau potable. Il y a eu quelques forages. Hein. L'État n'est pas resté insensible à cette situation. Il y a eu quelques forages avec des adductions, mais ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas suffisant. Donc, il faut accroître la couverture en eau de cette population parce que l'un des objectifs du développement durable, c'est de donner de l'eau potable aux populations. Donc, ça, c'est un cri que je lance à l'endroit des autorités. En tout cas, le chef de l'État hier, fait tellement qu'il aura de vos nouvelles. Mais en attendant, on parle du lac, c'est également le chenal de Cotonou. Il n'y a pas le lac sans le chenal. La migration des poissons est aussi perturbée par les dysfonctionnements qui se retrouvent au niveau du pont de Cotonou. Là aussi, rien n'est fait. Que faut-il, que se passerait-il si rien n'est fait? Oui, mais vous savez, le chenal de Cotonou a été aménagé, non pas pour que les poissons d'eau marine puissent migrer dans le lac, ou que l'on ait l'inverse, mais c'était pour gérer les eaux pluviales. Okay. Vous savez, Cotonou est installé sur des points bas et il n'y a pas un gradient, il n'y a pas une pente naturelle par laquelle on peut faire envoyer l'eau dans les exutoires. Mais depuis qu'on a créé le chenal, ça a été une opportunité. Opportunité parce que certaines espèces de poissons marines n'arrivent pas à boucler leur cycle en mer. Donc, certaines viennent en eau saumâtre pour pouvoir grossir, se reproduire et les petits repartent en mer. C'est pareil aussi pour certaines espèces d'eau saumâtre qui vont en mer, peut-être se reproduire et le retour est fait. Donc, c'est une opportunité pour le lac d'avoir cette possibilité-là, notamment les crevettes. Les crevettes viennent par la mer pour grossir ici et repartir. Mais les pêcheurs ont cette mauvaise habitude de mettre des barrières. Et donc, de stopper le cycle. Voilà, et d'empêcher le retour. Donc, le chenal est une opportunité pour le lac. Mais en plus d'être une opportunité, ce chenal peut être aussi un problème, puisque Dantokpa, qui est mitoyen à ce chenal, est une source de déchets. De déchets de façon quantitative et massive. Donc, ce chenal-là reçoit une bonne quantité de déchets tous les jours que Dieu fait. Donc, cela, si on y prend garde, peut altérer la qualité des eaux du lac. Mais dans tous les cas, le lac ne devrait pas disparaître parce que ça contribue également à lutter contre les inondations à Cotonou, d'une manière ou d'une autre. Mais en amont, est-ce qu'il faut continuer à drainer les eaux pluviales vers ce lac-là aussi? Oui, malheureusement, oui, parce que nous n'avons pas, comme je l'ai dit, le relief de Cotonou ne permet pas d'élaborer une pente de circulation des eaux. On est obligé d'envoyer les eaux pluviales vers ce lac-là. Mais la condition, c'est qu'il faut sensibiliser la population de Cotonou pour qu'elle ne mette plus les déchets dans les grands caniveaux. Les caniveaux U qui sont ouverts sont les principaux ou les principales artères de circulation des eaux pluviales. Donc, en mettant les déchets dedans, ces déchets se retrouveront dans le lac et tout ce que ça va avoir comme... Merci, professeur, pour votre contribution. Une dernière préoccupation. Le président, si vous étiez président, que feriez-vous en urgence pour le lac Nokoué? Oh, un biologiste, aménagiste, président de la République, mais il va faire un plan d'aménagement de ce lac. Ça va être sa première priorité. Parce que nous, on n'a pas de matière s'il n'y a pas de plan d'eau. Donc moi, je vais me servir d'abord en faisant un plan d'aménagement en bonne et due forme de ce lac-là et de tous les plans d'eau. Le lac Aémé est en train d'être réhabilité, mais ce que ça va apporter à la population, c'est un boom, parce qu'il était totalement fermé. Ce lac-là n'avait plus de poissons.
Maintenant, on est en train de l'aménager, de le réhabiliter, de l'empoissonner et d'ici 3, 4, 5 ans, le cycle de production naturelle va se faire dans ce lac et on aura beaucoup de poissons. Merci professeur. Je rappelle, vous êtes ancien chercheur à la FAST et puis ancien directeur de l'Agence béninoise pour l'environnement. Merci Christian. Merci à vous, Philbert Adjimekhosu, professeur Edmond Soussoupé. Merci beaucoup. Merci. Alors, le rendez-vous de l'invité politique ne tiendra pas. Notre invité a eu quelques petits soucis, il n'est pas là. On va le retrouver, si tout va bien, demain sur Actu Matin. Nous allons boucler la boucle avec la revue de presse. Narcissa Lossé a lu pour nous les journaux. Voici son résumé. Bonjour à toutes et à tous. L'opposition au régime de la rupture s'invite davantage autour du débat pour la présidentielle de 2021. Hier, mercredi, les partis et personnalités politiques qui ne partagent pas la vision de Patrice Talon se sont constitués en un bloc, informent les journaux ce matin. Un bloc dénommé Front pour la restauration de la démocratie. Pour une synergie d'action face au régime de Patrice Talon, affiche en manchette le quotidien Matin Libre, les forces de l'opposition créent le FRD. Présidentielle 2021, l'opposition met en place le Front pour la restauration de la démocratie, titre en bas de une, le journal Les 4 vérités. Et à en croire mon confrère, ce collectif de l'opposition pose 9 exigences au président Patrice Talon pour sa participation au scrutin présidentiel d'avril 2021. Pour le quotidien Fraternité, qui placarde les photos des figures de proue de ce collectif, l'opposition est à l'épreuve de la cohésion. Et derrière ce constat, la publication se pose la question de savoir celui qui va porter le flambeau de cette nouvelle coalition de l'opposition et la stratégie qu'elle entend adopter pour l'alternance souhaitée. Le quotidien Les Pharaons, lui, se montre encore plus péremptoire et constate que les potentiels candidats qui composent ce collectif de l'opposition sont incapables de présenter un projet de société. Au sein de la mouvance présidentielle, le parti Union progressiste se prépare pour livrer l'identité de son candidat à cette élection présidentielle d'avril 2021. Les journaux nous apprennent ce matin que l'exercice sera fait samedi prochain. Une occasion que le plus grand regroupement politique du Bénin saisira pour harmoniser les choix de parrainage, renseignent les publications. Harmonisation des choix de parrainage pour la présidentielle 2021, écrit en gros titre l'autre quotidien, l'Union progressiste en conclave samedi. Parlant de parrainage des candidats pour la présidentielle de 2021, le journal Les 4 vérités nous fait le point de l'exercice de distribution des formulaires de parrainage et nous apprend que sur les 159 élus concernés, 52 ont déjà retiré le sésame. Au sommet de l'État, le président de la République amorce dès ce jour le dernier virage de la deuxième phase de sa tournée nationale. Reddition de comptes au sommet de l'État, Patrice Talon reprend sa tournée nationale aujourd'hui, pointe Les 4 vérités à sa 2-2-1. Et selon le journal, l'homme du nouveau départ est attendu dans les communes de Soava, Apro-Misrete et Semepoudi, avant de boucler la boucle ce week-end dans les Agégué, Adjohun et Bonou. Et au cours de cette deuxième partie du périple du chef de l'État dans les communes, l'autre quotidien rapporte que Patrice Talon prône renaissance, démocratie et bonne gouvernance. Pour le quotidien Les Pharaons, Patrice Talon magnifie au cours de sa tournée de reddition de comptes la renaissance du Bénin. Dans la suite, ce matin, les publications nous rendent compte du Conseil des ministres en sa séance d'hier mercredi 13 janvier 2021 et nous apprennent que Thomas Gbeva n'est plus le directeur général de l'Agence nationale des transports terrestres. L'homme, selon mes confrères, a été promu au poste de conseiller technique au transport terrestre du ministre des Infrastructures et des Transports. Au Centre national hospitalier universitaire CNHU, Hubert Koutoukoumagat Cotonou aussi, le gouvernail change de main, informent les journaux. Dieudonné Nyolofon a été nommé directeur général en remplacement d'Alexandre Sossou. Toujours dans la suite, ce matin, le quotidien Matin Libre nous amène au tribunal de première instance de Cotonou et nous informe que 3 individus ont été condamnés à 23 millions d'amendes pour trafic d'ivoire. Le quotidien Les Pharaons, lui, nous ouvre les portes de la Société béninoise d'énergie électrique pour nous parler d'une innovation. Selon le journal, le personnel de cette société observe une grève de 72 heures sans cessation de travail. Une innovation que mon confrère a dressée à sa une dans sa parution ce matin. C'est l'essentiel à retenir ce matin de l'actualité, vue et commentée par les journaux. Merci de m'avoir suivi et à demain.
Allez, ce sera tout pour l'actualité sur Canal 3 et Actu Matin pour le compte de ce jeudi 14 janvier 2021. Merci à chacun et à tous de votre attention. Rendez-vous demain. Demain, c'est vendredi. Ce sera le tout relax sur Actu Matin avec le forum de discussion sur un sujet fait de société. Vous avez la possibilité de nous appeler à partir d'une certaine heure demain pour intervenir en direct sur l'émission. Et nous aurons également nos différents rendez-vous culturels. Merci à tous. Prenez le rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous bien. Gardez le sourire. Au revoir.